J'ai toujours été hyper sensible à ce qui se passe autour de moi. Comme si je voyais chaque détail, chaque émotion chez les gens. Je ressens ce truc-là. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Take a Mike, artiste originaire d'Orly. Et voilà, hein, pour faire court. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire? Je suis né à Mont-Saint-Aignan, donc c'est une ville proche de Rouen. Et j'ai vite, enfin, je suis vite retourné à Orly, là où ma mère a grandi. Donc, et après, j'ai grandi à Orly jusqu'à mes 7 ans. Et je suis retourné à Rouen pendant une petite période de ma vie. Et après, bah, je suis revenu sur Orly, en région parisienne. Pourquoi c'est va-et-vient? C'est va-et-vient. Bah, en fait, si tu veux, mes parents, ils se sont rencontrés sur Paris. Dans le salon de coiffure où ils travaillaient, les deux, parce que les deux sont coiffeurs. Et du côté de mon père, ma grand-mère, elle vivait à Rouen. Du coup, bah, il me semble que ma mère faisait souvent des allers-retours chez la famille à mon père pendant qu'elle était enceinte de moi. Et à ma naissance, bah, elle a accouché là-bas, du coup. Et à l'âge de 7 ans, je suis parti vivre chez ma grand-mère, du coup, du côté de mon père, quand mes parents se sont séparés. J'ai fait une petite période de ma vie chez ma grand-mère. Comment tu l'as vécu ça? Ah, je vais pas te mentir que ça a été compliqué, hein. Déjà, la séparation de mes parents, ça a été difficile pour moi. Euh, Parce que je pense que tout simplement, c'est un âge où on a besoin de ses deux parents. J'avais l'habitude, moi, d'aller en vacances, enfin, toute mon enfance. Je passais beaucoup de vacances chez ma grand-mère, je faisais beaucoup d'allers-retours. Mais moi, c'était un été comme ça, pendant les vacances d'été, et, vers mi-août ou fin août, je crois. Donc moi, je fais mes valises, enfin, ma mère, elle prépare mes valises pour aller à Rouen, comme si j'allais en vacances, quoi. Et au bout de quelques heures, elle m'annonce que bah, cette année, je vais rester là avec ma grand-mère. Ça a été violent pour toi? Ah, ça a été hyper compliqué, ouais. À cet âge-là, tu veux rien comprendre, en fait. Il n'y a pas de raison assez valable pour vivre ça, je pense, à ce moment-là. Donc, on l'a expliqué plusieurs fois et ça s'est fait petit à petit. Enfin, je l'ai accepté petit à petit sur un long terme, mais sur le moment, c'est impossible, c'est inconcevable, c'est très compliqué. C'était comment de grandir avec ta grand-mère? Vous étiez proches, vous aviez quel type de relation? Est-ce que tu avais des cousins? Est-ce que tu avais d'autres proches? Ou c'était vraiment ta grand-mère et toi à ce Oui, moment-là? j'avais des proches. Bah, franchement, j'ai aimé, moi, j'ai aimé vivre chez ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, avant même de vivre chez elle, on a toujours eu une relation, on était hyper proches. Moi, je suis comment dire, je suis l'aîné de ces petits enfants. C'est moi le plus grand. Donc, on a toujours été hyper proches et ça a été, je vais pas te mentir, à des moments conflictuels parce que euh, euh, c'est pas la même éducation que j'ai reçue quand je vivais chez ma mère. Moi, quand j'étais chez ma grand-mère, j'ai appris vite à être autonome. Et c'est difficile quand de base tu grandis dans un foyer où, entre guillemets, on fait un peu tout pour toi. L'école aussi, moi, l'école, ça a toujours été, entre guillemets, une source de conflit parce que quand je suis pas intéressé par quelque chose, je ne le fais pas. Ça sert à rien de forcer, je le ferai pas. Et ma grand-mère, faut savoir que ma grand-mère, elle parle français, mais elle sait pas écrire, elle sait pas lire. Elle pouvait pas forcément m'aider. Et donc, tu mélanges ces deux trucs-là, ça peut créer un cocktail explosif. Parce que moi, de base, il y a des choses qui m'intéressaient pas forcément dans le cursus scolaire. Tu rajoutes le fait que j'ai personne à ce moment-là pour m'aider à progresser, à étudier tout simplement, bah, c'est très compliqué. Est-ce que tu le ressentais ça? Qu'il te manquait quelque chose peut-être par rapport à
tes camarades de classe ou les amis que tu pouvais avoir que Ouais. tu avais une certaine solitude dans ton parcours qui était quand même atypique. Ouais. Mais depuis tout à l'heure, quand tu parles de ta grand-mère, tu as quand même un sourire en coin. Tu as Ouais. l'air de garder des bons souvenirs de cette période. C'est trop. Trop. Ça a été une école de vie. Et à un certain âge, on te rappelle et on te dit que tu retournes auprès de ta maman. Ouais, ça s'est pas fait comme ça directement. De base, je devais faire 1 an Chez ta grand-mère. seulement. Une année scolaire Donc tu avais quand même une durée déterminée. au début. Ouais. Sauf que ça s'est prolongé. De 1, on est passé à 3. Et toujours de la même façon. Donc ça a été un peu dur. Mais autour de moi, il y avait beaucoup de monde. Au-dessus, enfin, dans le bâtiment à ma grand-mère, en vrai, il y avait beaucoup d'enfants de ma génération. Et puis les familles, c'était des familles qui se soutenaient, qui se connaissaient. On était tous comme dans ce bâtiment, on était vraiment tous comme des cousins en vrai. Donc tu as quand même trouvé des repères dans cette période et des personnes vers lesquelles te tourner. Ouais, beaucoup de repères, ouais. C'est des gens qui ont fait une partie de mon éducation. C'est des gens qui comprenaient, à qui tu pouvais parler, qui ressentaient aussi les émotions, les trucs. Ils m'ont vu grandir, ces gens-là, donc ça a été plus facile, ouais. À quel âge, du coup, c'est le départ le vrai et le retour vers tes parents? Je crois que c'est après la CM2, je sais plus exactement on a quel âge à ce niveau-là. 9-10 ans, je crois. 9-10 ans, c'est ça, ouais, 9-10 ans. Je passe des détections pour jouer dans un centre de formation. Du coup, c'est un sport-études. Et ce centre de formation, ouais, de foot. Ce centre de formation, en fait, il est à 5 minutes de chez moi où j'habite à Orly. Là, vu que je suis pris, je suis obligé de revenir, quoi. Enfin, il faut que je revienne, c'est mieux pour moi, j'ai un coup à jouer, donc... C'est quelque chose que tu voulais, revenir? Bah oui, évidemment. Évidemment, ça c'est un truc qui me traversait l'esprit tous les jours. Le foot, c'est quelque chose que tu avais déjà envisagé comme quelque chose de sérieux ou tu voyais ça initialement comme un loisir et ça t'est un peu tombé dessus? Non, c'était du sérieux. Et j'ai arrêté petit à petit après avoir échoué au test de Clairefontaine. Si je peux dire échoué. Pourquoi si je puis dire? Ça aussi, c'est une autre histoire. Ouais. Si tu veux, la période où j'étais chez ma grand-mère à la première année, ma mère, elle m'annonce qu'elle va vivre en Guadeloupe. Ok. C'est-à-dire que Paris, Orly, tout ça, pour moi, dans ma tête, c'est terminé. Là-bas, elle fait la rencontre de quelqu'un avec qui elle se met en couple. D'une pierre deux coups, tout le monde revient. Lui, de son côté, son objectif, c'est de faire évoluer son fils en France, au football. Moi, je suis pris en centre de formation. Donc, en fait, à ce moment-là, ma mère, elle décide aussi de revenir donc, sur Paris. Je joue au foot, j'évolue dans ma catégorie, etc., etc. Et étant donné que je suis en centre de formation, il y a des détections pour Clairefontaine. Donc, en gros, c'est une équipe de France et ça c'est pour jouer en équipe de France. Et comment ça se passe? Il y a des tests. 3e test qui est à Clairefontaine. Ce monsieur-là me dépose 1 heure en retard. Et c'est trop tard? C'est cuit. Moi, quand j'arrive sous le stade, le synthétique couvert à Clairefontaine, en fait, les gens ont déjà fini de faire tout ce qui est test de conduite de balle, jongle, tout ça. Et tout le monde me regarde. Genre, un retardataire. Le coach crie dans le stade, un retardataire, tout le monde me oue. Carrément, si tu veux savoir. Tu l'as vécu comment ce moment? C'est quelque chose que j'oublierai jamais. Hein. Je sais pas si c'est le destin ou si c'est... je sais pas s'il faut le prendre comme si c'était le destin et que j'étais tout simplement pas fait pour ça ou si on avait un peu changé mon destin, justement. Je sais pas si c'est volontaire, je sais vraiment pas. En tout cas, ça a du mal à passer, honnêtement. C'est quoi les autres centres d'intérêt que t'as? Qu'est-ce qui t'intéresse? La musique. La musique, ça m'a toujours intéressé. Ça veut dire que, pour te donner une idée, quand je suis en sport-études, justement, du moment où je sors de chez moi pour aller au collège, j'ai un casque sur la tête.
les études, enfin, les cours se terminent. Je mets mon casque sur ma tête avec mon baladeur dans le car jusqu'à le dernier crampon que j'ai à enfiler pour monter sur le terrain pour l'entraînement. J'ai mon casque sur la tête. Ça veut dire que même dans les vestiaires et tout, je parle limite pas avec mon équipe, avec les gens de mon équipe ou avec les gens de mon collège. Je suis constamment en train d'écouter la musique. Et te vient d'où cette appétence pour la musique? Je sais pas, je peux pas te dire. Je sais que j'ai grandi dedans, mais je crois que même dans ma famille, il n'y a pas de personne aussi passionnée par la musique que moi. Chez ma grand-mère, elle avait une grosse chaîne hi-fi, avec les étages et tout, à l'ancienne et tout ça. Des fois, ça m'arrivait de brancher le casque à la chaîne hi-fi, monter le son à fond dans mes oreilles, genre vraiment, genre, ça tapait de fou dans mes oreilles. Et je sais pas, il y a des morceaux qui me procuraient une certaine émotion, genre, limite, j'avais les larmes aux yeux, tellement je trouvais ça lourd. T'écoutais quoi comme type de musique? Principalement du hip-hop, hein. Principalement, des années 90, 2000. C'est ça, hein. Et du R&B, en vrai, du hip-hop, enfin, le R&B, c'est dans les hip-hop, mais c'est du rap ou du R&B. Est-ce qu'on peut parler de passion pour la musique? Passion, ouais. Pour la musique, ouais. Bah, en fait, à l'époque où je suis en sport-études, je commence déjà à écrire. J'ai déjà ce truc-là de vouloir gratter des textes, de m'intéresser à tout ce qui sort, que ce soit aux États-Unis en termes de mixtape ou album. Je télécharge tout, j'écoute tout. À l'époque, mon père m'offre un iPod 80 gigas. À l'époque, j'avais peut-être 5000 chansons dans mon iPod. 5000. Les gens, ils avaient le petit MP3 comme ça, là, qui ressemble à un éclair au chocolat, là. Le bouton, là, comme ça, avec la prise USB, là. Ils pouvaient mettre peut-être 100 chansons. Moi, j'en avais 5000. Je tournais comme ça pendant 2 minutes avant que... Tu vois, j'allais dans le morceau, je tournais le truc comme ça pendant 2 minutes avant que ce soit la fin. Et tu voyais comment ton futur? Dans le son. Je voulais que faire du son. Tu savais que tu voulais faire de la musique? Direct. À partir du moment où même mon premier ordi, j'ai acheté mon premier ordi pour faire de la musique, bah ça n'a pas bougé de ma tête. Dans le même temps, ça se passe comment à la maison? Le retour à la vie avec ta maman? C'est compliqué. Il y a toujours... Enfin, j'estime pas avoir l'enfance la plus difficile du globe terrestre, mais... C'était bizarre, enfin c'était bizarre, c'était compliqué, beaucoup de mouvements, beaucoup de déménagements, c'était bizarre, c'était compliqué. À partir du moment où je suis parti vivre chez ma grand-mère, petit à petit je me suis formé une bulle qui, je pense, qui s'est finalisée, qui s'est, comment dire, cette bulle-là s'est renfermée plutôt. À mon adolescence, à l'époque où je me mets dans la musique, j'ai trouvé... Enfin, j'ai une vraie passion, je veux en faire un métier, et là, en fait, je suis inarrêtable. J'entends plus rien autour de moi. Tu fonces? Je fonce, j'entends plus rien, je veux rien savoir de l'environnement dans lequel je suis. Moi, je veux créer mon propre environnement, ma propre dimension, en fait, limite. J'entends vraiment plus rien. Et comment tu t'y prends alors? Comment est-ce que concrètement ça commence la musique? Ça commence... Comment ça commence? Bah, au début, ça commence dans ma chambre. La première fois, je me vois encore à l'âge de 13-14 ans demander un ordi à ma mère. À partir de là, je télécharge des instrus, je télécharge de la musique. Je m'inspire de pas mal d'artistes et je commence à gratter. Mais il y a un groupe dans ma ville qui commence à faire du bruit, qui s'appelle... Section X. Et à l'époque, il y avait un des membres de mon groupe, c'était mon voisin du rez-de-chaussée, mais chez ma mère cette fois-ci, pas chez ma grand-mère. Et la particularité de ce groupe, c'est qu'ils avaient chez l'un des membres un home studio. Un home studio, en gros, c'est un studio dans une maison. Et c'est, je pense, l'un des premiers home studios que je vois de ma vie, l'un des premiers home studios du 94, et donc de la ville. Et un jour, je les croise dehors à l'époque où ils font du bruit et tout ça. Et je leur dis, ouais, c'est cool ce que vous faites et tout ça. Enfin, ils étaient un peu plus âgés que moi quand même. Je leur dis, c'est cool ce que vous faites et tout, c'est lourd, j'aime bien et tout ça.
Et mon voisin, du coup, il me dit, ouais, merci. Et un jour, passe au studio, tu vas rapper et tout. Il savait que tu faisais de la musique? Non. Et moi, je dis, ouais, vas-y. Il me dit, non, mais je suis sérieux et tout ça. Je dis, ouais, moi aussi, je suis sérieux. Il me dit, ok, vas-y, passe mercredi. Je suis passé, j'ai enregistré mon premier morceau d'une traite. Et je pense que tout le monde a été surpris, en fait. T'étais pas impressionné à ton âge d'aller voir des plus grands de ta ville, d'aller dans un home studio, comme tu dis, quelque chose qui n'était pas anodin à l'époque? C'est un gros truc quand même d'avoir un studio. T'y vas, tout seul, et tu poses ton... Et c'est la première fois que je m'enregistre. J'avais jamais entendu ma voix sortir d'un micro auparavant. Ça t'a pas impressionné? Non. Non, parce que il y a un truc que je t'ai pas dit, mais moi, mon père, il est coiffeur, barbeur, comme on dit aujourd'hui. Et mon père, très tôt dans les années 90, il s'est mis à coiffer des célébrités. C'est-à-dire que ce soit en France ou aux États-Unis. Des gens comme la Mafia Quinfri, il les connaît tous. Des gens comme Stummy Bugsy à l'époque de Mon papa à moi est un gangster. C'est des gens qui côtoyaient. Mon premier CD dédicacé d'ailleurs, c'est un CD de Stummy Bugsy. Même encore aujourd'hui, c'est mon père qui coiffe Djibril Cissé. Mon père a déjà coiffé Kanye West. Donc en fait, j'ai grandi dans ce truc-là. Et puis j'ai toujours, en vrai, étant donné que mon père il m'a ramené partout aussi, ça c'est un truc que j'ai oublié de dire. Dans mon enfance, mon père m'a ramené partout. Tous les mercredis, par exemple, j'allais dans son salon. Et ces gens-là, je les voyais. Dans son magasin. Des gens comme Booba, Rof. C'est des gens que j'ai l'habitude de voir. Donc en vrai, ça m'a jamais impressionné ce truc-là. Et j'ai toujours grandi, j'ai grandi avec des grandes personnes. Donc non, ça m'a jamais surpris. T'obtiens quelle réaction et quel retour sur ce premier son que tu poses? Les gens, ils sont agréablement surpris. Vraiment, ils sont même limite, j'ai envie de te dire, choqués un peu. Ils savent que je suis dans ce truc-là depuis que je suis petit, genre le hip-hop, même au niveau de mon style vestimentaire, ils savent que en vrai, je suis limite pas en France. Mais premier texte déjà dans les temps, avec un texte à peu près, enfin, avec de la forme, du fond. À mon âge, et puis j'ai écrit tout seul. Ils sont surpris, ouais. Et toi, t'es satisfait? Ouais, moi, je suis satisfait, je suis content. Et les premières personnes à qui je parle de ça, c'est mes proches, dans un premier temps. Et il n'y a pas eu tellement de résistance. Moi, mes proches, le seul truc qu'ils m'ont dit, c'est tu veux faire un truc, fais-le à fond. C'est tout ce qu'on veut pour toi. Faut pas que tu fasses semblant et donne-toi les moyens d'y arriver, quoi. Après, voilà, les potes, forcément, oui. Ils me demandent, à partir du moment où je balance le premier son qui tourne au collège, ils me demandent c'est quand le prochain. Des fois, il y en a qui m'accompagnent en studio, il y en a qui me soutiennent jusqu'à maintenant, aujourd'hui, dans ce que je fais. Du coup, entre le foot et la musique, il n'y a aucun moment où, dans ta jeunesse, tu t'es imaginé avoir un cursus classique, faire des études, faire un travail quelconque? Non. Il n'y a eu que deux options. Il y en avait qu'une, au final. La musique. Ouais. C'est quoi la suite? Après cette période, ce premier son qui prend bien? Je décide vite, à l'âge de 16-17 ans, d'en faire un projet. Je fais un projet solo. Je décide de faire un projet parce que j'ai l'habitude d'écouter des albums, des mixtapes dans ma chambre et tout. Et je me dis, en fait, des singles, c'est bien, mais faire un projet direct. Voilà. Et je fais mon premier projet qui s'appelle Mauvaise Habitude Mixtape Volume 1. À 17 ans, je le sors. J'ai cherché des gens pour faire ma cover. J'ai cherché des graphistes. Et je faisais, à l'époque, c'était Facebook. Je faisais un lien Mediafire. Ah, mais il y a eu la période aussi, je suis un fou, moi, Skyblog et tout, là. J'ai eu cette petite période aussi, la Skyblog. Où Tu faisais ta promo dessus? Ouais, voilà. Après, c'est Facebook, ça arrivé. Donc, un lien Mediafire. Je balançais, ouais, voilà, c'est mon projet, tac, tac, tac. Et voilà. Il a reçu quel accueil du public, ce projet? Chaud, direct. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression de toujours avoir des assez bons retours par rapport à ma musique depuis que j'ai commencé jusqu'à maintenant. Tu parles de quoi dans cet album? Dans ce premier projet, je parle de moi, je parle de ma passion, je parle du fait que je veux tout casser, je veux être le meilleur, je parle des autres aussi, je parle
des épreuves que tu peux surmonter, même quand tu es jeune. Je pense que il n'y a pas d'âge pour surmonter des épreuves. Il n'y a pas d'âge pour se fixer des objectifs. Il n'y a pas d'âge pour grandir. Il y a pas d'âge. Je parle de tout ça. Je parle un peu de la société aussi, comment je vois le monde. Il y a il y a de l'ego trip, il y a des thèmes, beaucoup d'ambition. Je parle beaucoup d'ambition dans ma musique. C'est important. Est-ce que dans ta musique, tu arrives à parler de choses dont tu parles pas dans ton quotidien? Est-ce que c'est la musique qui te permet de te livrer sur certains sujets que tu n'arrives pas forcément à aborder avec tes proches ou dans la vie de tous les jours? Ouais. Oui. Ouais, ça m'aide. Ça m'aide. Et pour te la faire courte, je rejoins le groupe Eddie Hyde, où on est 10 membres dans ce groupe. 10 rappeurs? Ouais, 10 rappeurs. J'apprends à travailler beaucoup plus vite, j'apprends à mettre un peu de dérision dans ma musique, j'apprends beaucoup de choses avec eux. Et je vais 2 fois plus vite aussi. Je travaille plus vite, donc il y a un deuxième projet qui se prépare, des projets communs aussi avec ce groupe. Donc je reste toujours, je continue à faire ma musique de mon côté et d'avoir mon identité, mais j'avance aussi avec eux. Pour se situer dans le temps, là, on est vers quel âge? Il y a 18 jusqu'à peut-être 23, 24. Ouais, c'est bien ça, je crois. Un truc comme ça, ouais, il me semble. La musique, à ce moment-là, t'arrives à en vivre? Ou à côté de ça, tu dois travailler? J'en vis pas, non. À ce moment-là, ça dépend quelle période, mais au début, non, j'en vis pas. Hein. Je me débrouille, il y a mes proches aussi qui m'aident. Au début, genre, mais... Je crois que sur mes 5 premiers projets, je me débrouille. On m'aide aussi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenu. Tu t'appelles Take a Mic déjà à ce moment-là? Ouais, je me suis toujours appelé Tech. Pourquoi? C'est en vrai, c'est un blast que j'ai trouvé seul, mais c'est à l'issue d'un voyage à New York. Du côté de mon père, mon oncle, il habitait à New York, donc j'ai fait un petit séjour à Harlem. Pendant 19 jours, je suis resté aux États-Unis à Harlem. C'est précis comme, comme information. C'est le meilleur voyage de ma vie, en vrai. Un été à Harlem. Et pour les gens qui sont déjà allés à New York, à l'époque, t'as des gens qui vendent des mixtapes sur les trottoirs, devant les boutiques. Et ils mettent de la musique, ils mettent du son à fond. Il y en a qui hostent. Et à cette époque-là, on passe devant une boutique et il y a un mec qui joue un de mes sons de Nas préférés. Il faut savoir que moi, étant petit, depuis que je suis petit, vraiment, mon plus jeune âge, je fais des playbacks à la perfection. Même si à cette époque-là, je parle pas forcément anglais couramment. Je parle toujours pas anglais couramment. Donc je fais mon playback, je kiffe et tout, et il se rapproche de moi avec le micro, en me disant ouais, tiens, prends le micro, en gros, chante. Mais moi, à cette époque-là, je suis trop timide pour le faire. Je suis dans la rue, je suis pas sûr de mon anglais à 100%. Il y a les regards sur moi, mais bon, encore ça, les regards, je pense que depuis que je suis petit, j'ai l'habitude un peu. Mais ouais, à cette époque-là, j'ose pas. Mais j'oublie pas ce jour-là. Et du coup, je me rappelle de ce qu'il me dit, le gars. Il te dit quoi? Bah, il me demande de prendre le micro. Quand il voit que... du coup, Take a Mic. Exactement. Ça aurait pu être ta première scène, ça? Exactement. Mais en vrai, c'est pas la première. Moi, quand j'étais petit, je dansais beaucoup. Genre, je smurfais et tout ça. Et du coup, quand il y avait du monde ou des spectacles, enfin des mariages ou des rassemblements de gens et tout, qui avaient du son, à chaque fois, je faisais le show. À chaque fois. Je dansais, les gens, ils faisaient une ronde. Je faisais des saltos, des trucs quand j'étais petit. Vraiment, c'était... J'ai toujours voulu partager avec les gens, les connaître, savoir ce qu'ils vivent eux aussi, comment ils en arrivent là, comment ils réfléchissent, comment... C'est important pour moi, apprendre des gens, apprendre peut-être certaines choses aux gens. Je vois la vie comme ça. Au final, tout à l'heure, tu as parlé d'une bulle dans laquelle tu t'es renfermé. Au final, ta bulle, elle était quand même très ouverte sur le monde et sur les personnes que tu pouvais rencontrer. À un certain niveau, oui. À un certain niveau, oui. Mais
J'ai toujours été hyper sensible à ce qui se passe autour de moi. Comme si je voyais chaque détail, chaque émotion chez les gens. Je ressens ce truc-là. Des fois, c'est un plus, parce que quand je retourne dans ma bulle, j'apprends plein de trucs et ça me permet de comprendre certaines choses, avancer. Et des fois, c'est plus compliqué, parce que j'ai l'impression d'être une éponge Et à d'absorber émotion, les... d'absorber toutes les fréquences, toutes les pensées, toutes les, comment dire, les émotions. les émotions des gens. Et du coup, quand c'est vu comme ça, j'ai vite aussi besoin de retourner dans ma bulle. À quel moment tu vas quitter le groupe d'une dizaine de personnes dont tu as parlé, que tu avais rejoint, et reprendre une carrière solo, peut-être avec une équipe? À quel moment ça devient concret et ça devient vraiment ton métier d'ailleurs? Je m'en vais de ce groupe parce que justement, je retrouve pas les raisons pour lesquelles j'ai rejoint ce groupe. À un moment donné, on commence à avoir une certaine exposition ensemble et je sens qu'on s'éloigne de l'objectif, le premier objectif, l'objectif de base, Qui était de faire de la musique? qui était de faire de la musique. Ouais. Moi, de mon côté, j'ai jamais arrêté de penser à mes projets en solo. Et là, je m'y retrouve plus. Par contre, j'ai comment dire, une opportunité qui s'offre à moi. Et donc, je décide d'avancer tout simplement. Et dans tes morceaux, tu parles toujours des mêmes choses? Tu fais toujours de l'ego trip, tu parles toujours de la société, ou ça évolue et tu as d'autres sujets de prédilection? Tu sais, ma musique, au fil du temps, elle parle de beaucoup de choses. Elle parle de mon ambition. Elle parle de mes rêves aussi. Il y a plein de choses dont je parle dans ma musique que j'ai pas encore obtenu ou des paliers que j'ai pas encore atteints. C'est quoi ces autres rêves que tu as et ambitions que tu as et que tu n'as pas encore rendu réelles? Il y a des stades que j'aimerais atteindre, des dates que j'aimerais faire, des salles que j'aimerais remplir, écrire des scénarios pour des séries ou du cinéma, développer des artistes. Je pense que le but ultime de tout ça, c'est d'être assez légitime pour pouvoir produire des artistes un jour. Tu as dit que tu parlais de tes ambitions, de tes rêves. Quand je t'ai demandé lesquels, tu as beaucoup parlé de tout ce qui est l'aspect professionnel. Mais est-ce que tu parles aussi de tes ambitions en tant qu'homme, en tant que... En tant qu'homme, oui, bien sûr. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je pense que ça passe même avant tout ce que je t'ai dit précédemment. J'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des cousins. Je dois leur montrer dans un premier temps que quand on croit en quelque chose, on s'investit à fond et c'est faisable. Tout est réalisable. Et je pense que c'est aussi ce que je veux montrer aussi aux gens qui m'écoutent, à ma communauté, qui me suivent depuis le début, parce que ça a toujours été au centre de mon discours. Et aujourd'hui, c'est quoi ta vie? C'est quoi ton actualité autour de la musique et en dehors? Écoute, là, on sort un EP évolutif qui s'appelle Mindset, qui parle justement de tout ce dont on a parlé précédemment, mes ambitions, comment dire, ma reconstruction même, j'ai envie de te dire, parce que tout ce que j'ai traversé là, ça m'a éveillé sur plein de choses. Donc on part avec un nouvel état d'esprit. On a sorti déjà 2 parties. La troisième va sortir, je pense, soit avant l'interview, soit après, pas longtemps après que l'interview sorte. Et pour l'instant, c'est ça mes projets. J'espère faire des dates aussi. Et dans ta vie, t'es comment en ce moment? Dans ma vie aussi, c'est pas j'essaye, je me reconstruis aussi. T'en es arrivé à ce stade? Ouais, mon projet, il parle de lui-même. Je dois me reconstruire sur plein de choses, faire un travail sur moi. Ouais. Pour pouvoir justement évoluer dans ce milieu et dans les milieux dans lesquels je veux évoluer, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas que la musique. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Écoute, la santé en premier lieu, c'est l'essentiel et enfin c'est la base. Et puis juste atteindre mes objectifs, c'est déjà bien. T'en as beaucoup en plus. J'en ai beaucoup, mais rien n'est impossible. On va le faire. On te le souhaite. Merci beaucoup. Merci à toi.